1er avril 2026, 91e jour de l'année, les Hugues et Huguettes sont à l'honneur. Le thermomètre affiche 31 degrés à Cotonou. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. La campagne électorale dans le cadre de la présidentielle du 12 avril prochain suit son cours dans les diverses localités. Une de nos équipes a fait le tour de la ville pour constater l'ambiance à suivre dans ce journal. Les détails. Toujours en vue de la prochaine présidentielle, la liste électorale est officiellement transmise à la Commission électorale nationale autonome. L'opération, qui a pris en compte tous les arrondissements et communes, est finalisée par l'Agence nationale d'identification des personnes. Les précisions à suivre. Et puis, les festivités de la fête identitaire Wessignalé démarrent progressivement. La communauté Wachi a célébré en prélude la victoire de ses aïeux face au royaume d'Abomey. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. Démarré vendredi dernier à 0h, la campagne électorale pour la présidentielle du 12 avril prochain bat son plein sur toute l'étendue du territoire national. Au 4e jour de cette fenêtre de ferveur et de mobilisation populaire, quelle est l'ambiance qui prévaut dans la ville de Cotonou et au niveau des états-majors des formations politiques? L'une de nos équipes a sillonné la capitale économique ce lundi. Suivez le reportage de Hugues Vingbe et Jocelyn Marica. En début de soirée, c'est une ambiance traditionnelle qui prévaut dans la ville de Cotonou. Du quartier Akpakpa à Kadiaou, en passant par Bégamé et l'Étoile Rouge, le trafic routier se déroule sans aucune note particulière. Seule nouveauté, des affiches des candidats sur quelques axes, notamment celle du candidat de la mouvance présidentielle. L'ambiance n'est pas tellement comme cela avait l'habitude de se passer dans les années antérieures. C'est une grande différence par rapport à cette année. Est-ce que c'est compte tenu de la réduction des candidats à cette élection? L'ambiance, elle est bonne. Partout où vous passez, vous allez voir des affiches. Il est bien vrai qu'au début de toute campagne électorale, elle est un peu timide. Aux états-majors des partis politiques, aucun affairement relevé. Le constat est identique au siège de campagne du duo Wadani-Talata. D'après les indiscrétions, les équipes sont toutes sur le terrain. Cependant, dans la 15e circonscription électorale, une convergence s'observe sur ce site de campagne de la mouvance présidentielle. Arrivent sur les lieux chefs d'arrondissement, chefs de quartier et d'autres militants. Ce qui rassemble ici est une réunion stratégique. Aujourd'hui, nous avons été réunis au siège de campagne du Bloc républicain de l'honorable Badarou pour une petite réunion pour discuter et comment voir se déployer à nouveau dans les différents quartiers. C'est des moments cruciaux où il faut échanger sur l'avenir. Et on fait le point, on fait les bilans et ce qu'on attend. Donc voilà comment on s'organise et d'ici là, demain, nous allons commencer par prendre d'assaut les quartiers. Et c'est une campagne de proximité de format 100 personnes maximum. Et puis voilà, là on est sûr que les gens écoutent exactement ce qu'on leur apporte comme message. Notre périple en ville décline au siège national de la formation politique du duo Rumper-Rwanou, basé à Godomé, dans la commune d'Abomey-Calavi. Et aujourd'hui, l'équipe de campagne est retournée dans le Mono pour rencontrer les populations de la 17e circonscription électorale. Ici, on mise également sur les opérations de proximité et l'on promet faire monter le mercure les jours à venir. La fenêtre de la campagne électorale se referme le 10 avril prochain. Direction le nord du pays à présent où la ferveur électorale est montée d'un cran à Tchaourou. Le candidat de la majorité présidentielle, Romuald Wadani, y a effectué une étape remarquée de sa tournée nationale. Son ambition, une restructuration profonde de la commune portée par des projets d'envergure comme la construction très attendue du pont de Kika. Entre promesses de transformation agricole et modernisation urbaine, quel est le nouveau pacte proposé aux populations de Tchaourou? Suivez ici un extrait de ses propos au micro de Epiphane Tchabi et Socrata Dantodé. Chers parents, chers frères et sœurs, la bonne nouvelle c'est que ce soit sur les semences, que ce soit sur les engrais, que ce soit sur l'irrigation, des sociétés ont été créées, des financements ont été mobilisés et nous sommes en phase d'amplifier ces projets.
Il ne s'agit pas de propos en l'air, il s'agit de réalité qu'il s'agira d'amplifier très vite. Il y a urgence à aller vite. Et ici, Tchaourou est dans l'attente. Et Tchaourou est une priorité parce que c'est un grand bassin d'agriculture. Je voudrais, sur le secteur des infrastructures, vous savez, pas besoin de lister, nous avons fait telle route, nous avons fait telle chose, etc. Notre ambition, c'est de développer toutes nos communes. Dans la phase qui s'achève, l'ambition était de connecter toutes les communes. Ce qui n'est pas terminé sera terminé. Et la deuxième phase, la phase d'après, c'est de faire à l'intérieur des communes. Donc pas besoin de citer, nous allons faire ci, nous allons faire ça. Ça se fait déjà, nous allons l'amplifier. L'infrastructure dont je vais parler ici, c'est le pont sur l'Opara. On a trop d'enfants qui meurent. Trop de gens meurent sur ce pont. Et je n'ai pas l'habitude de prendre les engagements. Mais je peux vous dire, les études sont déjà en cours. Nous allons aller très vite sur ce pont. Parce qu'il n'est pas acceptable que les enfants meurent en voulant traverser. À quelques jours donc de la présidentielle du 12 avril, une étape décisive des préparatifs est franchie. La Sénat a reçu les listes d'affichage, j'y arrive, et d'émargement. C'est une opération technique essentielle de l'Agence nationale d'identification des personnes qui s'est déroulée ce lundi. Le compte rendu de Lucrèce Okuidjo est présenté ici par Florence Bossa. L'Agence nationale d'identification des personnes finalise ce lundi à la Commission électorale nationale autonome son opération de remise des listes d'affichage et d'émargement pour la présidentielle au niveau des départements. La dernière étape est celle de l'Atlantique et du littoral. Aujourd'hui, nous finalisons la remise des listes d'affichage et d'émargement pour les présidentielles à la Sénat. Nous finalisons avec les départements de l'Atlantique et du littoral. Il s'agit de la même liste qui a déjà été éprouvée au communal et aux législatives. Avant cette remise, plusieurs vérifications sont effectuées, notamment le contrôle des enveloppes par arrondissement et la validation du nombre exact de postes de vote avec des documents signés par l'ANIP et la Sénat. Avant la remise, il faut que la Sénat, nous donnons l'opportunité à la Sénat de passer encore un dernier contrôle qui est le 4e en fait dans tout le processus. Donc, il s'agira alors à cette étape pour la Sénat de vérifier par arrondissement le nombre d'enveloppes assorties d'un PV de transmission que je montre par ici, qui indique clairement le nombre de postes de vote, le nombre de centres de vote dans le village et dans l'arrondissement. Pour limiter les erreurs, 3 niveaux de contrôle qualité ont été mis en place afin d'assurer la fiabilité des données. Nous avons mis au moins 3 niveaux de qualité pour nous assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Et avec mes équipes, nous sommes totalement confiants par rapport à la qualité de cette liste, qui, je rappelle, a déjà été éprouvée. Désormais, la Sénat prend le relais pour la suite du processus électoral pour un scrutin transparent et crédible. On va parler éducation à présent avec notre invité en plateau, Monsieur Fulgence Sawangonou. Bonjour. Bonjour, Madame le journaliste. Les congés de Pâques démarrent ce jour selon le calendrier scolaire 2025-2026. C'est une période de repos pour certains, mais aussi un moment décisif pour les élèves en classe d'examen. Entre révision, gestation du stress, ou gestion plutôt du stress et tentation du relâchement, comment bien s'organiser pour rester performant. Donc c'est de ça qu'on parle avec vous. Les congés de Pâques, c'est souvent une période de repos, on l'a dit, mais comment les élèves, en particulier les candidats, peuvent-ils trouver le bon équilibre entre détente et préparation pour les examens à venir? Alors, l'équilibre entre la détente et les examens à venir, c'est dans les prévus. Nos enfants, candidats ou non, ne doivent pas commencer les congés sans se donner des objectifs. Qu'est-ce que chacun a prévu de faire? C'est extrêmement important. C'est lorsqu'on a assez prévu qu'on peut gérer les imprévus. Donc je dis pas un pas pour ce congé de fin de trimestre
sans se fixer des objectifs. C'est clair. Et c'est à la fin qu'on pourra dire si on l'a atteint ou pas. Parce que nous sommes à quelque part des examens. C'est le dernier tournant. À partir de ce moment, chaque moment compte. Ce que nous faisons à chaque instant nous éloigne ou bien nous rapproche de notre objectif succès. Donc, pas un pas dans ces congés sans se donner des objectifs à faire. Alors, quelle stratégie concrète est-ce que vous proposez à ces candidats-là pour organiser efficacement leur congé afin de ne pas trop tomber dans la paresse et de ne pas trop travailler non plus? Vous savez, nous sommes coachs des collèges et des universités et nous sommes dans l'approche par capacité qui dit quoi? Décision, c'est-à-dire objectif, programmation et puis évaluation. Lorsque nous venons dans les congés, c'est la fin du second trimestre quand on est dans le privé et la fin déjà depuis du premier semestre. Il faut nécessairement faire un bilan. Et ce bilan, le plus important ici, c'est le bilan des connaissances. Vous savez, lorsque les examens s'approchent, on me parle souvent des révisions. Dans les mois de mai, je ris souvent parce que chez nous, les révisions ont commencé depuis la fin, début des congés de Noël. À la fin de chaque trimestre, dans l'approche par capacité, nous faisons le point des connaissances. Ça permet à nos apprenants candidats d'aller au fur et à mesure et d'être rassurés. Parce que lorsque les examens s'approchent et vous voyez que vous ne maîtrisez pas assez de choses, on commence par avoir peur, on se dit est-ce que je vais y arriver? Mais lorsque l'appropriation du savoir se fait progressivement, l'apprenant candidat est rassuré. Donc la première des choses, c'est de faire le point des connaissances. Le point des connaissances, c'est quoi? Le point des connaissances du second trimestre ou du premier semestre. Qu'est-ce que nous faisons par le point des connaissances? Nos apprenants candidats iront matière par matière. Dans chaque matière, il y a les situations d'apprentissage SA. Dans ces SA, il y a parfois des séquences ou des activités. Ce qui a lieu de faire, c'est ceci. Vous prenez d'abord chaque matière, chaque SA, activité ou séquence. Et quand vous avez bien compris, vous mettez 3 étoiles. Quand vous avez compris moyennement, vous mettez 2 étoiles. Quand Il s'agit d'une auto-évaluation. Oui, auto-évaluation. Quand vous n'avez pas du tout compris, vous mettez 1 étoile. On ne se ment pas soi-même quand on est candidat. On doit pouvoir se dire la vérité. Ainsi donc, chaque matière est... Nous avons une carte de performance en termes de 3, 2 et 1 étoile. Ça veut dire quoi? Partout il y a 1 étoile, il y a urgence. Partout il y a 2 étoiles, il y a urgence. Partout aussi qu'il y a 3 étoiles, il y a urgence parce qu'on ne doit rien lâcher, il faut tout apprendre. Lorsqu'on finit d'avoir sa carte de performance, il faut faire son emploi du temps. S'organiser, c'est pouvoir inscrire chaque tâche dans le temps en fonction de ses objectifs. Alors, pour faire l'emploi du temps, c'est quoi? Nous prenons une journée de 24 heures saucissonnée en cadre. Il y a d'abord 6 heures à midi, midi à 18 heures, 18 heures à 0 heure. Et dans chaque cadran, nous devons déterminer chaque jour, je dis bien, dans une journée de 24 heures, une matière prioritaire et 1 ou 2 matières secondaires. Mais attention, la matière prioritaire n'est pas liée au coefficient ni au niveau de compréhension. Toutes les matières peuvent être prioritaires et secondaires. Autrement dit, la matière est dite prioritaire quand on va dans une journée de 24 heures et consacrer plus de temps. Donc quand je décide de consacrer plus de temps à une matière, c'est ma matière prioritaire de la journée. Ainsi donc, j'ai une matière prioritaire, mais pour ne pas faire une seule chose toute la journée, je vais ajouter 2 ou une seule matière secondaire parce qu'à ces matières, je vais consacrer moins de temps par rapport à la première matière. Je dis bien ici, la matière prioritaire, ce n'est pas coefficient. C'est simplement dans une journée de 24 heures. Je consacre plus de temps, c'est ma matière prioritaire. J'y consacre moins de temps, c'est ma matière secondaire. Ainsi donc, quand j'ai mon emploi du temps et que j'ai mon bilan des connaissances, je dis alors, quand je prends SVT et que j'ai déjà des 1 étoile, je commence par les positionner. Donc si je décide de faire SVT dans une journée, attention, je le fais de 6h à midi, je le fais encore de midi à 18h, je le fais aussi le soir, mais attention, je vais un peu varier. Quand je fais l'autre matière, je me repose un peu, je fais une autre matière pour ne pas faire la même chose toute la journée. Et c'est ce que je fais. La matière qui est prioritaire aujourd'hui peut devenir secondaire dans 2 jours. Ça me permet d'aller dans toutes les matières et d'y approfondir ma connaissance en apprenant le cours et en faisant des exercices. Donc ce qu'on a fait pendant les congés, c'est de faire le bilan et d'avoir un emploi du temps fiable. D'accord. On va parler également du plan mental. Comment aider les candidats à mieux gérer le stress et rester motivés à l'approche des examens parce que les examens, c'est au plus 1-2 mois actuellement.
Oui, d'abord, vous savez, le stress, c'est la peur de l'inconnu. Oui. Tout le monde peut être stressé. En venant à cette émission, je peux dire, est-ce que je peux y arriver? Bon, c'est vrai, je suis habitué aux médias. Ça fait quand même 10 ans qu'on fait le coaching. Donc, quand on se dit on a peur de l'inconnu, il faut maintenant gérer le stress. La gestion du stress peut nous permettre de gérer, de sombrer dans la peur ou de bien gérer. Donc là, ce que je veux dire aux parents, c'est là le rôle des parents. C'est d'abord ce que les parents disent à leur enfant candidat et ce que les enfants aussi se disent. Je parle d'abord des parents. C'est vrai, l'enfant a peut-être été une fois à un examen. C'est pas parce qu'au premier trimestre, au second trimestre, au premier semestre, il n'a pas atteint ses objectifs. Je n'aime pas qu'on parle de travail ou ne pas travailler. Atteindre ses objectifs, qu'il faut lui rappeler tout le temps qu'il est nul. Ce que l'enfant entend, il finit souvent par y adhérer. L'enfant même, moi j'ai fait des cours de coaching à un enfant qui ne performe pas bien, mais qui a 14 de moyenne en sport. Ça veut dire que l'enfant sait faire quelque chose. Oui. La preuve, je dis que tous nos enfants sont des champions élus du succès. Ce sont les meilleurs spermatozoïdes qui ont produit le résultat. Est-ce que les meilleurs spermatozoïdes peuvent produire des cancres, des nuls? C'est faux. C'est une question parfois d'environnement et de méthode. Tous les enfants sont champions et championnes. Nous sommes élus du succès, c'est le temps pascal. Et nous sommes à l'image de Dieu. Est-ce que Dieu est cancre? Je ne pense pas, je n'ose même pas le dire, même pas en penser. Donc nos enfants sont élus pour réussir. Il faut simplement leur rappeler, à travers ce qu'ils font bien, même si l'enfant fait bien, même les travaux domestiques, dites-lui, si tu fais bien ça, c'est que tu peux aussi bien faire l'autre. C'est donc une question d'organisation et d'appropriation du savoir. La deuxième chose, c'est les apprenants. Vous savez, quand on a cette performance, il nous arrive, une voix va vous dire, tu es nul. Est-ce que tu peux? Je demande souvent aux enfants d'accompagner, pas accompagner, de faire taire cette voix intérieure par leur voix. Vous savez, quand on est candidat, on a une folie du succès. Hein. Quand quelque chose dit à l'intérieur de moi, mais je vais échouer, je dois dire à cette chose, moi je vais réussir au bac TIV 2026. Voilà. Je pose à la voix intérieure ma voix. Donc si vous voyez vos enfants parler un peu, ils ne sont pas fous, mais c'est quand même une méthode de se dire je peux y arriver. Ou parfois le matin, dites-vous, moi je vais réussir au BPC 2026, moi je vais réussir au CEP 2026, moi je vais réussir au bac P 2026, avec même telle mention. Voilà. C'est possible, c'est réalisable. Nos enfants sont des champions, championnes élus du succès. Il y a un grand commandant. Merci beaucoup à vous, Monsieur Fulgence Awangonou. Je rappelle que vous êtes coach scolaire et des universités. Vous venez de nous donner quelques astuces pour mieux gérer les congés de passe, surtout en ce qui concerne les candidats aux divers examens. Vous restez avec nous, nous allons poursuivre cette édition. Le ministre conseiller à charge des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle poursuit sa tournée. Après les étapes de Parakou, Boekonwida, il était ce mardi à Natitengu, accompagné des membres de son cabinet. Espedi Wesso est allé constater le démarrage effectif du chantier de construction de lycée scientifique moderne de Natitengu. Après avoir visité le chantier qui s'étend sur 16 200 hectares, l'autorité ministérielle se dit satisfaite du lancement effectif des travaux. Alassane Harouna. Venu constater le démarrage effectif des travaux de construction du nouveau lycée technique de Natitengu, le ministre conseiller chargé de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle a été accueilli en grande pompe par les apprenants du lycée technique de Natitengu. Sur le site devant abriter l'infrastructure scolaire, les travaux préliminaires sont déjà visibles, signe du lancement effectif du chantier. Pour réaliser ce projet dans les bonnes conditions de qualité, de sécurité et de respect des délais. Nous pouvons dire maintenant, ça risque de nous tromper, que les lycées scientifiques modernes seront une réalité, puisque nous avons vérifié par nous-mêmes que les travaux ont effectivement démarré. Avant de se rendre sur ce site, l'hôte du jour a d'abord échangé avec les élèves des différents lycées et collèges de la ville. Tel un bon père devant ses enfants, l'autorité ministérielle les a exhortés à s'intéresser davantage aux matières scientifiques, soulignant leur importance dans un monde de plus en plus dominé par les nouvelles technologies. Je voudrais féliciter les filles qui sont dans la série D.
et inviter ceux qui sont ici à dire à nos enfants qui veulent commencer en 6e de commencer par s'orienter vers les séries scientifiques. Nous saluons particulièrement la construction de la modernisation des infrastructures scolaires illustrée par le lancement des lycées scientifiques modernes. La construction de ce lycée scientifique moderne s'inscrit dans la dynamique de promotion des filières scientifiques et techniques essentielles pour relever les défis du développement à l'aide des nouvelles technologies. Dans la commune de Semekpodji, l'organisation du secteur informel des produits pétroliers franchit une nouvelle étape. L'association des importateurs, exportateurs, transporteurs et revendeurs de produits pétroliers a officiellement installé son bureau communal et ceux des 6 arrondissements de la commune. Une avancée qui s'inscrit dans la dynamique des réformes engagées par le gouvernement. Reportage. Membres du bureau communal et des bureaux d'arrondissement, ces hommes et femmes ainsi installés constituent désormais l'antenne de l'Association des importateurs, exportateurs, transporteurs et revendeurs de produits pétroliers AITRPP dans la commune de Semekpodji. Cette cérémonie, qui est la 6e de notre engagement dans l'installation des bureaux des communes, est une étape très importante dans l'organisation et le renforcement de notre association à la base. L'installation de ces bureaux permettra de mieux structurer nos activités et défendre efficacement les intérêts des acteurs du secteur. Fortement mobilisés lors de cette cérémonie, les membres du bureau national ont rappelé aux responsables nouvellement installés les missions et responsabilités qui leur incombent. Ceux qui pensent que ce secteur est désorganisé, c'est le moment de comprendre qu'ils doivent vraiment rejoindre l'ORA. Et la porte est ouverte. La porte est ouverte à tous ceux qui pratiquent, tous ceux qui vendent l'essence, ceux qui sont dans ce secteur, de rejoindre la maison mère. C'est ici la maison mère. Je remercie le président Talon, le père de la nation, pour tout ce qu'il est en train de faire dans le secteur. Et je profite par là pour tendre la main, pour qu'il nous donne encore de plus d'administration, pour que ces administrations nous suffisent à tout un chacun de nous. À Semekpodji, une nouvelle dynamique est désormais enclenchée en faveur de la professionnalisation du secteur. Dans le département du Mono, les Wachi sacrifient à la tradition de la célébration de la victoire de leurs aïeux face au royaume d'Abomey. C'était lors de la bataille de Saradji et à une semaine de la fête de Pâques, ils ont afflué par centaines vers ce lieu chargé d'histoire pour faire ce qu'ils appellent la reconstitution des faits. Une initiative qui vient chaque année en prélude à leur fête identitaire dénommée Agbesignalé. Retour ici sur cette cérémonie avec Narcissa Lossé. Des coups de canon pour montrer à la face du monde le courage et la bravoure du peuple Wachi. L'histoire a commencé ici à Saradji, village situé à quelques encablures du centre-ville de Komin. Ici, leurs ancêtres ont combattu et vaincu les troupes du roi Béanzin. Nous louons leur bravoure. C'est la bravoure du peuple Wachi que nous célébrons aujourd'hui. J'avoue que c'est un rituel qui doit faire connaître au peuple Wachi que nous sommes venus de quelque part. Et que ce rituel, on doit pérenniser ça. Pérenniser l'histoire et le rituel consacré a été respecté. La consultation de l'oracle a révélé le signe Djogbe qui donne libre cours aux festivités cette année. Plusieurs tableaux artistiques et culturels ont été présentés à l'assistance pour retracer les faits liés à ce passé du peuple Wachi. Et ceci sous les yeux de témoins insoupçonnés. C'est la présence d'un fils d'Afrique qui vient d'une contrée et qui va à la rencontre d'une autre. Tout comme cette figure emblématique de la presse africaine, des gens sont venus de bien d'autres pays d'Afrique et de l'Occident pour vivre l'événement. Un événement qui ouvre le bal des festivités des retrouvailles fraternelles à Agbesignalé.
Et aux côtés du festin, les responsables misent toujours sur la promotion du capital humain. Nous faisons des projets d'impact communautaire. Cette année, nous sommes allés vers les PME. Nous avons formé des PME dont 50 ont été récipiendaires et on va les suivre pour le développement de leurs activités, les activités économiques de la commune de Komé, de la communauté Wachi. Conférences, débats, espaces sportifs, volets santé, messe d'action de grâce, bref, la célébration de ces retrouvailles, vieille déjà de 67 ans, s'annonce encore bouillante cette année. L'apothéose, ce sera dimanche prochain, jour de la fête de Pâques. Les responsables, eux, ont battu le rappel de tous les Wachi du monde pour une semaine de communion. Et voilà qui boucle ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bel après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.